Bonjour à toutes et à tous, je voulais vous faire une petite introduction à cette interview juste pour donner un peu de contexte. Cette interview arrive suite à l'article que j'ai sorti sur ONFR à propos du parcours d'Ulrich Chomché. Il me semblait vraiment intéressant de pouvoir vous proposer cet échange avec Joe Tuomu, l'entraîneur qui a découvert Ulrich Chomché dans son intégralité, tout simplement, pour que vous en sachiez un maximum sur le nouveau intérieur des Raptors en provenance du Cameroun, choisi au pic 57 lors de la dernière draft. Donc voici l'échange au complet avec Joe Tuomu. Déjà, j'aimerais revenir sur ton parcours individuel en tant Ouais. que joueur d'abord, et puis ensuite comment t'en es venu à devenir entraîneur. Oui, en fait, alors j'ai commencé le basket au Cameroun, sur les playgrounds à Yaoundé. Hein, j'étais un joueur de football comme tout Camerounais. Et puis, je suis allé à l'internat. Quand je reviens, on avait construit un terrain juste en face de chez moi. Et c'était la nouvelle chose au quartier. Donc voilà, j'ai commencé, parce que le terrain était juste en face de la maison. Donc j'ai commencé à toucher. Il y a des amis qui pensaient que j'étais fou parce que j'étais un bon gardien de but. Mhm. Donc ils me disaient, mais non, tu peux pas laisser le foot pour aller jouer au basket. Personne ne joue au basket. Le foot, c'est le grand sport. Et voilà, je suis tombé amoureux. Mais je crois que quand j'ai commencé à jouer, il y a une fibre de formateur en moi parce que à l'époque, on avait des cassettes VHS qui venaient des États-Unis parce on a un cousin qui était aux États-Unis qui nous envoyait des cassettes VHS des matchs, des Boston Celtics, des Lakers. Et nous, qu'est-ce qu'on faisait? On regardait et on repartait répéter ce qu'on avait vu sur les vidéos. Alors moi, comme j'avais le magnétoscope et les cassettes à la maison, dont je regardais, et je rentrais sur le terrain après pour enseigner à mes amis ce que j'avais vu. Donc je pense que, alors j'ai des amis comme Charles Millen qui a joué à St. John's, Narcisse Ewodo, son petit frère, le petit frère de Millen qui s'appelle Raymond, Mylène, qui a été le meilleur marqueur à l'université d'ailleurs. Et c'est des gens, on a tous grandi ensemble, mais je leur ai appris plus ou moins à Mhm. jouer. Parce que voilà, donc ensuite, j'ai joué au Cameroun hein, pendant quelques années, j'ai joué au lycée, ensuite à l'équipe nationale. Et puis j'ai eu cette opportunité d'aller aux États-Unis par l'intermédiaire de Dr. Carr, qui est un psychologue du sport, qui était venu pour négocier à l'époque un contrat pour notre équipe de football, Reebok, et qui avait entendu parler de moi par le biais de mon cousin, Bernard Chula, qui est dans le New Jersey. Et c'est comme ça que ce monsieur m'a fait des essais au club de Yannick Noah d'ailleurs, le club de tennis de la famille Noah. On est allé là-bas pour faire des essais et il a trouvé que j'avais un bon niveau. Voilà, et c'est comme ça que tout est parti. Je me suis retrouvé aux États-Unis et puis Georgetown a été intéressé par moi. Donc j'ai passé une année préparatoire en Caroline du Nord, mais malheureusement, je me suis fait mal au genou. Ok. Donc, ça m'a un peu freiné, mais j'ai joué 4 ans à l'université à Georgetown avec Coach Thompson. On avait une très bonne équipe. Hein. On avait Allen Iverson, Otello Harrington, J. Heidi White, Jerome Williams. On avait une équipe solide. On a perdu le Biggest Championship contre UConn avec Ray Allen au Madison Square Garden en Mhm. 96. Donc, après mes 4 ans d'université, j'ai essayé une carrière professionnelle en France, à Antibes, avec Jacques Monclar, et je me suis fait mal à l'épaule. Alors là, Mhm. j'ai décidé que c'était la fin de mon parcours de basketteur parce que ça faisait 4 opérations déjà que j'avais eues. Ah ouais. Et j'ai eu une chance énorme parce que le même monsieur Dr. K qui m'avait trouvé l'opportunité pour venir aux États-Unis, quand il m'a demandé qu'est-ce que je comptais faire, je lui ai dit que je ne savais pas. Il m'a dit, est-ce que je suis intéressé par le coaching? J'ai dit, oui, j'ai toujours voulu coacher. Et c'est comme ça qu'il m'a mis en contact avec Quinn Schneider à Missouri. Ok. Alors, ça s'est vraiment passé très vite parce que je suis allé à Columbia, Missouri, j'ai rencontré Quinn Schneider, on a causé, il était en plein summer camp. Et il a dit, bon, écoute, welcome on board. Je dis, mais welcome on board, comment ça? Moi, moi, je ne savais pas qu'il m'avait offert le job là comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait vraiment rien de cérémonial. C'était vraiment très, très relax. Et, euh, et vraiment, en 2 ans à Missouri, parce qu'on a vraiment, j'ai beaucoup appris de Quinn parce que c'est un très bon tacticien, mais c'est aussi un très bon développeur. Et Mhm. il venait de Duke, où ils ont une réputation de développer des bons joueurs. Donc, voilà, j'ai beaucoup appris pendant 2 ans. Ensuite, euh, j'ai une amie qui travaille à la NCAA, qui un jour à Indianapolis, les headquarters, et un jour le responsable du scouting est allé faire une conférence là-bas sur le développement du basket à l'étranger. Mhm. Et à la fin, elle a rencontré le monsieur, elle a dit, bon, j'ai un ami qui est à Missouri, il faut que le rencontre, il connaît bien l'Afrique, l'Europe et tout ça, machin. Et le monsieur lui a dit, ben, écoutez, voilà ma carte, donnez-lui et dites qu'il m'appelle.
Moi, j'ai dit à la fille, mais tu es folle, mais qu'est-ce que je veux lui dire? Moi, je viens de commencer le coaching, ça fait 2 ans. La NBA, c'est un autre niveau. Tu es malade, moi, je ne peux pas. Et c'est comme ça que elle insiste et j'appelle le monsieur, il s'appelle Al Menendez. Et je l'appelle et il me dit, est-ce que vous pouvez venir mercredi? Je dis, oui, je peux venir mercredi. Et ils m'ont payé le billet d'avion, je suis arrivé. Wow. Et Donnie Walsh, c'était lui le président là-bas là, à l'époque. Et on est allé manger, ils m'ont posé plein de questions sur l'Afrique, sur l'Europe. Et la même chose, il me tend la main, il me dit, Welcome to the Pacers. Je dis, mais welcome to the Pacers. Mais là, franchement, j'étais overwhelmed. J'étais vraiment ébahi. Il me dit, mais oui, you got a job. Moi, je ne savais même pas qu'il me faisait venir pour le job. Et ils m'ont donné le job comme scout. Donc, j'ai été scout pour les Indiana Pacers pendant 3 ans. Mhm. Après, Larry Bird est venu avec son staff. Tu sais comment ça se passe à la NBA. Mhm. Et il nous a laissé partir parce que moi, j'étais même bloqué en France à l'époque parce que l'immigration ne m'avait pas laissé rentrer. Donc, je faisais le scouting de l'Europe Ok. depuis Paris. Donc, et puis, je me suis lancé dans mon aventure de player development. J'ai commencé à travailler. Je suis allé en Autriche pendant une année, diriger une académie là-bas à Kapfenberg. Et j'ai commencé comme ça. Après, le département d'État américain, avec Obama, il avait un programme de la diplomatie par le sport. J'étais un expert basket. On formait des entraîneurs, des groupes d'entraîneurs qui venaient de partout dans le monde. On allait voyager un peu partout pour les former aussi. Et ce boulot pour le. Bien sûr, entre-temps, j'ai coaché l'équipe nationale du Cameroun, des filles, Mhm. des garçons. Voilà, j'ai fait pas mal de camps avec Sid, avec Amadou Fall, avec Masai, parce que ça, entre-temps, pour te dire, quand je commence avec les Pacers, Masai aussi commence avec Mhm. Orlando Magic. Donc, on a fait pratiquement le début des parcours, on voyageait tout le temps ensemble. C'est pour ça que Masai et moi, on est très proches, parce Mhm. que quand il commence Giants of Africa avec Godwin, qui a fait Georgetown avec moi, je suis là. C'est-à-dire que même le nom Giants of Africa, j'étais là quand ils ont décidé. J'ai tous les tout premiers camps de Masai au Nigeria. J'étais toujours là parce que ici à Washington, c'était sa base ici à l'époque. Et on préparait tout ici, on prenait des sacs. À l'époque, il n'y avait pas le budget comme aujourd'hui. Hein. C'était vraiment le vrai volontariat et tout. Donc, je suis avec Masai dans son Giants of Africa depuis le début. Parce qu'on pendant les sommets, quand on était étudiants, il venait à Georgetown, à Washington, on jouait les pick-up games à Georgetown ensemble, on mangeait, on passait les journées. Donc, vraiment, comme on dit en anglais, we go way back. Et donc, c'est comme ça que je me retrouve à l'académie en 2017, parce ils m'ont demandé si j'étais intéressé à prendre les rênes de l'académie. J'ai dit oui, pourquoi pas, parce que j'ai toujours voulu, avec toute cette expérience que j'avais pu acquérir aux États-Unis, j'ai toujours voulu revenir sur le continent, et puis parce que je me suis toujours dit qu'il y a un gros potentiel, et voir comment donner justement, partager ses connaissances avec les jeunes sur le continent. Parce qu'entre-temps, comme je t'ai dit, avec Amadou Fall et Seed, avec Massa et Giants of Africa, moi aussi j'ai mon programme Play to Lead que je dirige. J'ai pas mal d'autres programmes. J'ai fait pas mal de camps sur le continent. Donc, c'était vraiment naturel pour moi d'accepter cette position à l'académie. Et c'est comme ça que je me retrouve depuis jusqu'à juin, là, parce que bon, j'ai posé ma démission en juin, mais Mhm. jusqu'en juin, j'étais à l'académie depuis 2017. Voilà. Donc, c'est un peu ça, hein, bon, parce que j'ai préféré épargner pas mal de détails, mais je crois que dans l'ensemble, c'est vraiment, bon, depuis aussi 2018, je suis expert FIBA. Donc, je parcours l'Afrique pour former des entraîneurs dans le cadre de FIBA parce que je pense que le maillon faible du basket africain, maintenant, c'est les entraîneurs. Parce que les Mhm. enfants, de plus en plus, sont motivés. Les enfants ont accès à la télé, ils peuvent voir, ils peuvent les réseaux sociaux. Donc, il y a une absorption du basket qu'il n'y avait pas à l'époque. Bien sûr. Mais il y a maintenant ce manque d'apprentissage tactique du basket aux jeunes et des coachs qui peuvent travailler justement sur les bons fondamentaux avec les enfants, avec l'attention sur les détails. Ça, c'est mon challenge en Afrique et c'est une chose sur laquelle je travaille beaucoup parce que je sais que dès qu'on aura ça, je pense que l'Afrique va dominer le basket mondial. Ça, il n'y a pas de doute à mon avis parce qu'on a les mêmes prédispositions morphologiques, sinon meilleures que tout le monde. Donc, on a juste besoin de deux choses, des bons entraîneurs et beaucoup de compétition. Dès qu'il y aura ça, je pense que ça sera le début. Donc, c'est un peu ça mon parcours. C'est pour ça que je suis revenu sur le continent et c'est comme ça que je me retrouve à l'académie, en fait. Wow, c'est exceptionnel. Même en épargnant des détails, déjà le parcours il est Ouais, amazing. Et ouais, ça me fait penser à ce que Masai dit. Il dit des LeBron James, il y en a aux quatre coins de l'Afrique. Il suffit juste de les trouver et de les développer. Et ça rejoint exactement. exactement ton discours en fait. Exactement. 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 Ouais, ouais. Je vais passer au sujet du jour. Est-ce que tu peux me dire quand est-ce que tu as rencontré ou découvert Ulrich Chomché? Ben, je l'ai découvert en 2018. En 2018, en fait, voilà comment ça se passe, hein, si je peux raconter un peu. J'ai D'accord. un ami
Parce que moi, le recrutement, pour moi, parce que c'est moi qui ai recruté la plupart des petits à l'académie, c'était, oui, je travaille pour la NBA, mais c'était pas suffisant. C'est-à-dire que tu peux pas dire que tu travailles seulement pour la NBA et tu vas trouver des diamants en Afrique. Non, c'est des contacts. Et moi, justement, parce qu'avec le département d'État, j'ai formé pas mal d'entraîneurs. Avec FIBA, j'ai formé pas mal d'entraîneurs. Les camps que j'ai fait partout. Donc, moi, j'ai toujours maintenu des relations et j'ai toujours eu cette envie de partager le peu que je connaissais avec les entraîneurs locaux. Alors, ce qui fait que ces entraîneurs, chaque fois, revenaient vers moi dès qu'ils ont su que j'étais à l'académie pour me dire, il y a un joueur ici, il y a un joueur là-bas. Mais dans le cas du Urus, c'est différent parce que c'est un ami à moi qui est aux États-Unis, qui lui sponsorise un programme de jeunes au Cameroun. Il D'accord. s'appelle Dr Divine Agnier. Et c'est lui qui m'appelle, il me dit, coach, il y a un petit là-bas, il faut que tu jettes un coup d'œil sur lui. Parce que justement, un de ses anciens joueurs était devenu coach et c'est lui qui travaille, il s'appelait Godlove. Il est avec le NBA School à Dubaï maintenant. Et c'est lui, il me dit, il faut que tu ailles voir. Je dis, bon, écoute, ouais, on va voir ça. Et je prends l'avion, je m'en vais parce que j'ai demandé à la NBA, j'ai dit, écoutez, puisque j'avais un voyage de recrutement sur le Cameroun, j'ai dit, il faut que j'aille parce que lui n'est pas à Yaoundé, il est dans les montagnes, il est à l'ouest. Il faut que je profite pour y aller. Alors, la première fois que je suis allé, je t'avoue que ce n'était pas facile parce que la famille avait du mal à comprendre pourquoi je voulais amener l'enfant au Sénégal. C'est ça, Donc, c'est le Sénégal. voilà, au Sénégal, parce qu'ils se disent, et parce qu'il y avait des gens qui l'approchaient pour l'amener soit en France, soit aux États-Unis. Alors moi, je venais, et puis déjà, avant même de parler à la famille de quel était mon plan, je voulais le voir, donc je suis allé le voir à l'école, je me suis mis un peu là, je l'ai guetté pour voir un peu comment il se comportait, je suis allé voir ses matchs, j'ai posé des questions sur les enseignants à l'école, parce que pour moi, ça c'est très important, je mets toujours l'accent sur ces genres de choses, parce que c'est pas seulement le joueur, surtout quand il est encore jeune, c'est de voir tout ce qu'il y a autour pour voir si l'enfant peut vite progresser. Parce qu'il y a beaucoup de gamins, malheureusement, il y a beaucoup de blocages. On se demande souvent pourquoi, mais ça n'a rien à voir avec le basket. C'est des choses qui sont hors basket. En tout cas, moi, les petits Africains, c'est une expérience que j'ai parce que ça fait 20 ans que je fais ça. Donc, je crois que j'ai compris très vite que l'environnement joue beaucoup, l'état d'esprit de l'enfant joue beaucoup, mais aussi la culture d'où l'enfant vient, ça joue beaucoup. Ça, en Afrique, l'aspect culturel est très important. Dès qu'on m'a dit qu'il était de l'ouest du Cameroun, Pascal Siakam vient de là, Ngannou vient de là, donc, c'est une région du Cameroun où les enfants ils ont du drive, ils ont beaucoup de détermination. C'est des travailleurs. Les Bamileke, c'est la tribu Bamileke. Les Koloko viennent de la même région. Ok. Donc, tu vois que c'est pratiquement, c'est une chaîne. Hein. Et en Afrique, c'est très important d'identifier les enfants par ça, parce que c'est pas une question de tribu, mais les tribus généralement c'est facile de décrocher un petit dans une tribu à cause justement des prédispositions morphologiques, génétiques et tout ça. Donc, c'est pour ça que je suis allé. Et quand j'ai observé l'enfant, j'ai un peu regardé d'où il venait, j'ai vu un peu. Et puis, ils avaient un match, je suis allé regarder, mais je ne lui ai pas parlé. J'ai préféré parler à l'oncle. Mais l'oncle, dans un premier temps, il était réticent. Parce que pour lui, il ne voyait pas pourquoi j'ai amené son neveu au Sénégal. Donc, je suis parti. Je suis revenu une deuxième fois. Et là, cette fois-là, j'ai dit que je voulais moi-même l'amener sur un terrain pour faire des essais. Et c'est là que je l'ai amené à faire des essais et tout. Et j'ai vu qu'effectivement, il avait des grandes mains. Et il savait pas jouer. Il était encore vraiment naïf. Hein, c'était vraiment. Mais tu voyais qu'il apprenait vite parce que moi, j'ai toujours des exercices que je fais pour tester un peu la capacité à absorber l'information très vite. Et j'ai constaté que chez lui, il était très intelligent parce que Yuric, il est très intelligent. Et donc, je savais qu'il était intelligent à l'école, mais souvent, cette intelligence ne se transmet pas forcément sur un terrain. Donc, je voulais voir est-ce que sur le terrain, il avait aussi cette capacité à absorber et à reproduire ça rapidement. Effectivement, c'était le cas. J'ai dit, OK, là, ça devient de plus en plus intéressant. Et là, cette fois-ci, je suis venu avec des arguments pour convaincre l'oncle que voilà, vraiment, j'ai vraiment besoin d'amener ce petit à l'académie parce que je sais ce que je peux faire de lui là-bas. Et pour te dire vrai, l'oncle était toujours réticent. Mais il a fini par céder parce que justement, la grand-mère de Juric, je crois qu'elle a vu en moi quelqu'un, parce que vous savez, les mamans d'un certain âge, elles ont souvent un sixième sens. Je crois Exact. qu'elle a vu en moi quelqu'un à qui elle pouvait faire confiance et elle a dit à son fils, qui est l'oncle de Juric, le petit frère de la maman de Juric, que, écoute, il faut, euh, il faut laisser que l'enfant y aille. Et c'est comme ça qu'ils ont permis que. Mais ils m'ont dit, le petit, il part vraiment. Nous, on compte sur toi pour t'en occuper parce qu'il n'est jamais sorti de Bafan. C'est un petit qui, voilà, il connaît rien de la ville et tout ça. C'est un petit qui a grandi ici au village. Donc, je dis, ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Et c'était comme ça le début. Super, super histoire. Ouais, j'avais lu ça parce que Slam a fait un super article sur. C'était avant draft, je crois, sur son parcours. Et
Là, tu as vraiment anticipé plein de mes questions. C'est Ouais, super. ouais, Et il y avait cette histoire avec la famille, justement. Mais ça a ouais. pris combien de temps, du coup, pour les convaincre? Ça s'est fait quand même Mais ça s'est fait je crois, ça m'a pris 3 mois. 3 mois quand même, ouais. 3 mois, parce que je suis venu et je suis revenu 2 mois après. Ouais. D'accord. Mm, Oui, c'est ça, c'est vraiment, ils ont vu quelqu'un de confiance en toi parce que c'est vrai que s'ils sont exactement. approchés par des gens des États-Unis et Ouais, d'Europe, c'est ouais. également des gens en qui ils ne sont pas susceptibles d'avoir confiance. Donc, Exactement. Parce que moi, je leur ai expliqué que le petit, il est encore vraiment jeune. La mhm, est aux États-Unis maintenant. Et puis, moi, j'avais une conception de la chose. Je me suis dit, moi, je vois, parce que j'ai aidé pas mal de jeunes hein, africains à partir aux États-Unis. Ils sont environ 150 à qui j'ai donné des opportunités. Et moi, je vois un peu comment souvent certains sont traités. Parce que, oui, ils veulent partir à tout prix, parce que, bon, les conditions souvent ne sont pas faciles en Afrique. Et ils veulent tous partir. Mais souvent, c'est aussi de savoir où est-ce qu'ils atterrissent quand ils arrivent aux mhm. États-Unis. Hein, et puis comment ils sont traités une fois qu'ils atterrissent là-bas. Est-ce que le développement qu'ils ont, c'est un développement vraiment assez harmonieux pour leur permettre de devenir les meilleurs joueurs possibles? Parce que Yuris, quand il est arrivé, au départ, moi, je le traitais comme un poste 3, par exemple. Là, Ok. aujourd'hui, on dit qu'il est 5, mais parce que je voulais qu'il soit à l'aise avec le ballon, je voulais qu'il puisse. Yuris, il manipule très bien le ballon aujourd'hui parce que, effectivement, on a mis l'accent dessus. Et j'ai même dit ça aux Raptors qu'il n'a même pas encore montré ce qu'il est capable de faire avec le ballon à main parce que jusque-là, il n'a été utilisé qu'un joueur comme un rim protector ou machin, mais nous, à l'académie, ce qu'on a fait au début, c'est qu'on a vraiment mis l'accent sur la manipulation de balles, sur sa capacité à passer, parce qu'il est très bon passeur, Juric, mais c'était ça, parce que en Amérique, il n'aurait jamais eu la possibilité de passer, parce qu'il aurait fait des écrans, prendre des rebonds, peut-être contrer, oui, et faire des dunks de temps en temps, mais nous, on voulait qu'il soit un complete package player. En fait, c'est ça, qu'il soit un joueur vraiment complet. Et donc, c'est pour ça que j'insistais qu'il vienne à l'académie, parce que pour moi, c'était l'endroit où on pouvait justement le modeler comme il se doit. Voilà. Et Mm. dans ce sens-là, j'avais une autre question, c'était est-ce que tu peux me décrire comment il était à son arrivée et comment il a évolué pour être et quel joueur il est maintenant qu'il quitte l'académie, pour avoir une Ah idée de oui, l'évolution, vraiment où ah il a oui, progressé. tout à, tout à fait. Déjà, quand il est arrivé, c'était un gamin. Hein. Il arrivait à 13 ans, c'était vraiment un gamin, mais il était grand de taille, tout mince et tout ça. J'ai des photos que je veux partager avec toi, tu vas voir. Super. Et, euh, et tu vois la progression. Et aussi, déjà, il y a une chose qui était assez impressionnant. Il est très marrant, Yuritsi. Il a une très bonne personnalité. C'est-à-dire que il est comique, il apporte toujours l'ambiance et ça, c'est quelque chose qu'il a toujours eu. Et moi, je pense même qu'au fur et à mesure que le temps passait, qu'il devenait plus responsable, il a un peu perdu de ça parce que ça se voyait qu'il commençait à se concentrer sur les objectifs. Mais au début, c'était vraiment le clown du groupe, c'est lui qui. Parce qu'il est très marrant. Ça, c'est d'un. De deux, Yuritz, c'est assez particulier parce que c'est un enfant qui vient du village. En Afrique, il y a la ville et il y a le village. Lui, il vient du village. Donc, il était assez réservé sur pas mal de choses parce que déjà, c'était la première fois qu'il prend l'avion, c'est la première fois qu'il sort du Cameroun, la première fois qu'il sort même de la ville où il est, où Mhm. il, où il est né. Donc, beaucoup de choses étaient nouvelles pour lui. Mais étant donné qu'à l'académie, il y avait un bon cadre, il y avait des anciens qui étaient là, donc pour accueillir les nouveaux, pour les mettre à l'aise. Donc, je pense qu'il s'est très vite adapté. Mais maintenant, au niveau du travail, au début, je dis encore, j'ai des vidéos que j'ai même pas encore partagées avec les gens parce que Mhm. c'est Yuri au tout début. Il les appuie, voilà, il savait pas faire grand-chose. Mais ça se voyait que 1 an après, Ok. c'était une autre bête. Et 2 ans après, Yuri était devenu. Et c'est ça qui était impressionnant. Et c'est pour Mhm. ça que j'ai dit aux gens que c'est un gamin qui va continuer de progresser énormément. Pourquoi? Parce que sa marge de progression pour quelqu'un qui a commencé le basket aussi tard et voir où il est aujourd'hui, parmi les meilleurs basketteurs au monde, c'est énorme. Mais ce n'est pas la fin, parce qu'il va encore continuer. Donc, lui, chaque année, Juric, il apportait quelque chose de nouveau à son jeu. Et c'était fait exprès. Parce que moi, j'en ai fait vraiment une priorité, parce que, comme j'avais promis ça à ses parents, il y a lui et Kaman, et d'autres aussi, sur lesquels je mettais vraiment l'accent parce que c'était important. Mais Juric, c'était visible. Sa progression était visible, ça se voyait que à chaque fois, les choses qu'on lui montrait, il utilisait ça pendant le match, la compréhension du jeu, il absorbait et ça se voyait qu'il exécutait bien. À un moment donné, après, à sa deuxième année, il expliquait même souvent aux gars qui étaient là depuis 3 ans comment les choses se passent. Donc, ça montre son côté très intelligent et le corps, bien sûr, commençait à gagner en volume. Et je me rappelle une fois,
Parce qu'il est arrivé à l'académie, il faisait 1m98. Mhm. Faisait 1m97, 98. Et après 2, 3 ans, il commence à me dire, mais coach, j'ai l'impression que je dors. Et quand je dors, je grandis trop. J'ai dit, mais petit, c'est une bonne chose que tu grandisses trop. C'est une bonne chose. Donc, il grandissait. Et le corps, bien sûr, prenait en volume parce qu'on a un bon programme. On avait un bon programme de préparation physique. Mhm. On avait des bons préparateurs physiques. Il avait 3 repas par jour à l'académie. Il avait ce qu'on appelle le goûter, un snack le soir. Et souvent, quand il avait besoin de quelque chose en plus, je me chargeais de leur apporter ça. Donc, vraiment, il avait une nutrition. Ils avaient ce qu'on appelle les power bars. C'était vraiment ce qu'un enfant typique en Afrique n'a pas quand il va s'entraîner. Ou bien Mhm. le repas qu'il a quand il revient des entraînements, ou bien le repas qu'il a avant d'aller aux entraînements. Donc, il avait ça. Et je crois que tout ça a contribué aussi à sa croissance et à sa maturation en termes de volume du corps. Mais le volume d'entraînement, de lundi à samedi, à l'académie, avec des séances le matin et le soir, et avec que le mercredi, on ne faisait rien, ça a aussi permis justement qu'ils grandissent vite. Mhm. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que les joueurs africains, une fois qu'ils seront exposés à des choses comme ça, des Juric, il y en aura beaucoup. Donc, Juric, sa croissance, c'était ça. C'est-à-dire, avec le temps, il est arrivé tout petit, il a grandi avec l'âge, mais aussi avec le travail. Et sa connaissance de basket a grandi avec l'expérience des matchs qu'on faisait à l'extérieur et tout. Et voilà, cette année, qui était sa dernière année, il est arrivé au niveau où il est, mais je pense qu'il va continuer de progresser. Il n'a même pas encore euh, touché la surface. Donc, je pense que c'est un joueur qui va énormément progresser parce que c'est un travailleur et c'est quelqu'un qui n'a pas peur de la confrontation, surtout au niveau du travail. Selon toi, au jour d'aujourd'hui, quels sont les domaines précis dans lesquels il doit vraiment progresser? Ben, il a besoin d'un volume de match. Il a besoin de Ouais. jouer parce que je dis toujours, le jeu, c'est une phase de l'entraînement qui est irremplaçable, c'est-à-dire l'expérience de match. Parce que malheureusement, à l'académie, on ne jouait pas assez. Mhm. Ça, j'ai eu des débats assez houilleux avec mes collègues. Mais bon, ça, c'est un autre débat parce que à la NBA, c'est pas toujours facile de se faire écouter. Mais il a besoin de matchs, il a besoin de jouer, parce qu'en jouant, il va beaucoup progresser, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de choses en lui qu'il veut faire, mais il a besoin de jouer pour être à l'aise en les faisant. Une des choses que je pense qu'il faut qu'il travaille le plus, ça sera sa capacité à prendre les décisions rapidement. C'est-à-dire que souvent, j'ai l'impression qu'il est 1 ou 2 secondes en retard par rapport. Et tout ça, je dis encore, c'est avec le match, ça va venir avec le match. Bien sûr. Mais il shoot bien, il va développer son shoot, il dribble bien, c'est quelque chose qui va s'améliorer. Je pense qu'il peut être plus percutant avec le ballon en main parce que justement, étant donné qu'il est un bon passeur, il peut facilement trouver des gens ouverts ou bien aller au panier parce qu'il est explosif. Donc, je pense que ça, il a besoin de renforcer ça pour être encore plus déterminant avec le ballon en main. Mais défensivement, franchement, ça sera juste de s'adapter au vocabulaire et au style de défense NBA, mais il défend plus que la moitié des joueurs à la NBA, ce petit maintenant. Parce qu'il fait des choses, il peut défendre du meneur jusqu'au pivot, il protège l'anneau bien, il prend des rebonds. Donc je pense que défensivement, il y a peut-être des choses qu'il va travailler, mais c'est surtout en attaque où, je dis bien ça, c'est bien sûr son endurance. Il a besoin d'apprendre à jouer quand il est fatigué. Et ça, c'est des choses qui vont venir avec le match. Ça. Au fur et à mesure qu'il va jouer, ça va venir parce que même l'endurance, je dis, ça se travaille quand on joue. Bien sûr. C'est avec les matchs qu'on gagne en endurance parce qu'effectivement, plus on joue, plus on s'habitue à gérer son énergie et à gérer la fatigue aussi. Quel, euh, quel plafond tu lui imagines en NBA? On dit toujours sky is the limit, bien sûr, mais quel type de joueur tu le projettes en NBA pour lui? Mais moi, je pense que c'est un joueur, je crois que Yuri, c'est un joueur qui aura une longue carrière déjà parce que il est très discipliné, il a un jeu qui va convenir à beaucoup d'équipes. Il a un jeu assez, il a un jeu moderne, il Mhm. shoot, il passe très bien, il peut dribbler, il est bon défensivement, il est très altruiste, donc il n'a pas du mal à faire. Souvent on lui en voulait parce qu'il jouait un match et il a plus d'assists que de paniers. Mais je disais Mhm. aux gens, il ne faut pas lui en vouloir, c'est une bonne qualité, c'est une bonne chose qu'il soit un bon passeur. Parce que marquer, ça viendra. Mais passer, c'est quelque chose que c'est pas donné à tout le monde. Donc, moi, je pense que c'est un joueur qui aura une longue carrière. C'est un petit qui, moi, je pense qu'une fois qu'il aura atteint 22 ans, beaucoup de gens vont découvrir vraiment le vrai Juric. Parce que dans 4 ans, il sera vraiment une bête. Il sera quelqu'un d'assez dominant. Il aura compris le jeu parce que c'est ça son truc. Il comprend très vite. Une fois qu'il aura compris le jeu,
et il aura compris ce qu'il faut pour être un bon joueur à ce niveau, je pense que il sera extrêmement productif dans chaque équipe où il sera. Ça, c'est sûr. C'est quelqu'un qui est. Je disais la même chose par rapport à Joël Mhm. quand j'ai au Cameroun, mais bon, c'était difficile pour moi de dire que le petit pourra faire ça, mais aussi, mais Oui. je pense que Juric, ça sera un joueur assez dominant quand même, parce qu'il a en lui ce qu'on appelle un feu qui brûle, un feu de domination, mais aussi un feu qui brûle parce qu'il a envie de faire la fierté de sa maman et de sa grand-mère. Et je pense que ces deux choses-là, c'est des choses qui le motivent assez pour qu'il soit le meilleur possible. Donc, je pense que c'est un enfant qui a un très bon avenir à la NBA, à mon avis. Mais c'est ça qui donne beaucoup d'espoir, c'est parce qu'on maintenant on a des parallèles qu'on peut faire avec d'autres joueurs et on voit Ouais, ce feu que Pascal Siakam a parce qu'il joue pour son père aussi. On ouais, voit ces éthiques de travail qui font que des joueurs ouais, qui à leur début étaient raw comme on dit et ils se sont développés de manière exceptionnelle. Est-ce que ouais. c'est exactement ça que tu vois chez Ulrich en fait, c'est ce Et potentiel bon, qui est similaire. mais je veux te dire que chez Yuri, c'est encore pire parce que tu sais, il a un background assez particulier Mhm. et c'est quand tu as côtoyé la famille et que tu as compris un peu la dynamique dans la famille que tu comprends que c'est un enfant il a un feu en lui qui brûle, je dis encore, qui va le pousser à toucher des sommets incroyables. C'est pour ça, moi, le basket, ça va venir, mais vous savez, il y a des gens qui sont talentueux, mais qui ne vont pas aussi loin. Mais lui, en plus de sa capacité à apprendre vite et d'avoir cette chance d'être exposé à la NBA Academy et d'être drafté. Mais le feu qu'il a en lui, vous savez, quand on l'a drafté, il m'a dit, je sais ce que j'ai à faire là-bas. C'est la première chose. Il m'a appelé dehors, on est sortis tous les deux parce que j'étais avec lui. Il me Mhm. dit, je sais ce que j'ai à faire. Je vais faire, il me dit, I'm going to make Masai proud. Oh. Parce qu'il a compris que vraiment Masai, il a fait un sacrifice pour le drafter. Il a compris ça. C'est pour ça que je dis, il est intelligent, le petit. Il dit, Mhm. I'm going to make him proud. Et il n'a plus rien dit. Parce que lui, c'est pas le genre qui va bavarder beaucoup, parce que les bavards beaucoup, après, on sait que ça s'envole. Hein. Il a dit, I'm going to make him proud. Je dis, ah bon, OK. Ok. Well, whatever you say, man. I mean, whatever you say. Et il a dit en anglais, alors qu'on communique très souvent en français. Il dit, I'm going to make him proud. Et ça se voyait sur son visage. J'ai jamais vu son visage aussi déterminé. Et il a dit, c'était une fraction, une seconde, 2 secondes, et puis on est passé à autre chose. Mais j'ai vu sur son visage et je sais d'où ça vient, ce qu'il est en train de dire. Ça vient de l'intérieur. Il pense à sa grand-mère, il pense à sa mère qui a des problèmes de santé. Et il fait tout ça pour elle. Il fait tout ça pour elle. Et il est tellement attaché à sa ville de Bafang. Bafang, pour lui, tout ce qu'il veut faire, c'est que les gens de sa ville, de son village là-bas, ils soient fiers de lui. Et ça, Juric, j'ai vu ça pendant 5 ans, ça n'a pas changé et ça va croissant cette détermination qu'il a. Donc, c'est pour ça que je dis, il a un drive incroyable, c'est unique. Moi, j'en ai vu, hein, le petit Missy qui a été drafté à Baylor, c'est moi qui l'ai fait venir aux États-Unis. Je connais le drive qu'il a. Lui, il voulait être meilleur que son grand frère, que j'ai fait Mhm. venir à Harvard, Edmond Steve. Donc, je connais. Koloko, je connais, Siakam, je connais, moi je connais tous ces gamins. Mais Juric, c'est spécial, c'est unique ce qu'il a en lui. Donc les gens vont te dire aux Raptors que c'est le premier à entrer dans le gymnase, le dernier à sortir tous les jours. C'est comme ça qu'il est. Mais c'est parce qu'il a ce feu en lui. Et pour moi, vraiment, si tout est mis en place, il y a pas de raison qu'il ne soit pas un joueur très dominant. J'ai tellement hâte de pouvoir suivre sa progression parce que, en plus, Ouais, j'avais raté la première saison de Colo-Colo parce que j'avais déménagé du côté d'Ottawa. Donc, après, ouais, malheureusement, il y a eu les problèmes de santé qui ont fait. Mais moi, j'étais ouais, le journaliste le plus heureux dans la ouais, salle de presse ouais, lorsqu'ils ont annoncé que les Raptors avaient trade avec les Wolves pour avoir le pick 57. Au fond de moi, je ouais, savais que c'était pour Ulrich. J'en étais ouais, sûr. Je savais ouais, pas pourquoi, mais en plus, ouais, on a perdu quasiment tous nos francophones parce que malheureusement, Chris Boucher ne joue plus trop. Et ouais, bon, RJ Barrett se débrouille comme il peut en français, mais c'est pas évident. Et ouais, avoir ouais. cette chance d'avoir Ah un ouais, francophone qui va arriver et qui a une magnifique histoire comme ça et on va pouvoir le suivre. Je pense que ouais. l'année prochaine, je vais être beaucoup au 905. Ah ouais, ah ouais. Oui, oui, vraiment, c'est une très belle histoire. Hein. Vraiment, même on est allé avec les gens du content de NBA Africa et parce ils ont une série qu'ils appellent Born and Bred et c'est une série qu'ils font sur les joueurs de l'académie, d'où ils viennent et tout. Ils ont dit que l'histoire du Ruth, c'était la plus, parce qu'on est allé vraiment jusqu'au fin fond du village. On est allé voir le champ où il allait, parce que quand il était petit, il allait dans le champ, il faisait le farming pour amener la, parce que là-bas, c'est comme ça. Vous allez
cultivez la nourriture, vous la récoltez pour manger à la maison parce qu'on ne va pas au supermarché là-bas. Là-bas, c'est ce que... Et Juric, il les a amenés là-bas, on était avec eux. Les gars, ils étaient émotionnels. Ils disent, waouh, ça, franchement, il n'y a pas de raison que ce petit ne réussisse pas parce que vraiment, son parcours, c'est. J'ai dit, ben, c'est ça la beauté de la chose chez lui. C'est que c'est un enfant, il est vraiment. Et il est spécial, sa personnalité, il est authentique, il n'a pas honte de dire où il vient, il est Mhm. respectueux. C'est fou cet enfant. Je crois qu'il y a vraiment une étoile qui est posée sur sa tête. C'est à lui de décider où il veut aller avec elle. Ah, super. Et Ouais. pour revenir sur les quelques mois qui ont précédé la draft, son nom a commencé vraiment à apparaître. Et est-ce que toi, je ne sais pas si c'est des choses que tu peux dire, si tu ne peux pas le dire, est-ce que tu étais en contact avec les Raptors ou avec certains scouts d'autres équipes? Est-ce que tu savais qu'il y avait de grandes chances qu'il soit pris? Dans quelle Bon, position tu étais, toi, par rapport à tes connaissances sur ce qui allait se passer à la draft? ben écoute, les équipes m'appelaient pour faire ce qu'on appelle le background check, comme toute équipe, D'accord, hein. ouais. Il y a une dizaine d'équipes qui m'ont appelé. Mhm. Et voilà, l'avantage que les Raptors avaient, c'est que Masai, il suivait. Masai, il est très intelligent. Masai, il a toujours l'avance sur tout le monde. C'est ça que je dis toujours aux gens. Moi, je le connais comme ça. Il a toujours une avance. Parce que lui, il a suivi Juric depuis il y a 2 ans. Quand Juric avait 16 ans, il jouait à la balle. Il Mhm. suivait Juric depuis la balle. Donc, il a vu, il a aimé même Juric. Et aussi Patrick Engelbert qui le suit aussi de manière. Parce que pour lui, c'est vraiment un produit qu'il a toujours aimé. Donc, mais sinon, les autres équipes m'ont toujours contacté pour me demander, pour avoir plus d'informations sur d'où il vient. Voilà, c'est son work ethic, la famille, est-ce que c'est un enfant bien? Donc, mais je pense que Masai et son staff, ils avaient une longueur d'avance parce que eux, ils avaient fait leur travail bien en avant et ils ont depuis longtemps toujours vraiment suivi le petit mieux que toute autre équipe. Il n'y a pas une équipe qui a suivi Patrick Engelbert, qui est le responsable un peu comme le directeur de Foreign Affairs pour le Raptors, qui est International Scouting. Euh, Lui, il était vraiment au fond du truc. Et puis, c'est pour ça que pour moi, je me disais vraiment, le Raptors, c'est l'équipe où lui doit aller parce que c'est vraiment l'équipe qui a fait le vrai travail en Mhm. fond pour savoir vraiment qui était ce petit, qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qu'il veut, d'où il vient et tout ça. C'est les Raptors qui ont fait le meilleur boulot de toutes les équipes qui m'ont appelé. Make sense, comme on dit. De toute façon, Ouais. moi, je l'ai toujours dit, si le premier joueur qui allait sortir de la NBA Academy Africa, c'était Masai qui allait le prendre. C'était une Ah ouais. évidence. C'était obligé, Ah, en fait. tout à fait, tout à fait, C'est tout ça à qui m'a fait. mis la puce à l'oreille quand je l'ai vu transférer pour le 57. Je me suis dit, je vois pas qui d'autre il Ouais, voudrait qu'il ne lui échappe pas. Donc, ouais. c'était obligé. Et À quoi tu t'attends pour sa première saison en tant que two-way? Donc, je pense qu'il va jouer énormément en G-League. Mais à quoi tu t'attends? ben, je m'attends à ce qu'il progresse, qu'il continue de Ouais. travailler, qu'il s'adapte hein, à ce nouveau jeu, à ce nouvel environnement, un peu comme il a fait à l'académie, hein, parce que Mhm. c'est la même chose. C'est pour ça que je dis son parcours est exceptionnel, parce qu'il est venu à l'académie, c'était ça, il est arrivé, voilà, il était le jeune là, qui était là. Mais je dis, par contre, maintenant, là, il est beaucoup plus dominant, il peut contribuer, je pense il va apprendre très vite parce qu'il a travaillé avec un des coachs des Raptors qui était venu en attendant que les choses avancent pour lui et tout. Donc, mais ça se voit qu'il apprend très vite. Donc, pour moi, je m'attends à le voir progresser, progresser très vite même d'ailleurs, parce que lui, il est comme ça. Euh, Mhm. il en veut tellement qu'il est prêt à absorber. Je ne suis pas surpris de le voir demander au coach de venir les dimanches pour shooter avec lui parce que lui, c'est comme ça, c'est un bosseur. Donc, je m'attends à le voir beaucoup progresser, comprendre le jeu à ce niveau-là et commencer à avoir de l'impact. Super. Et la dernière question, on va revenir un petit peu à toi. Quelle est la suite de ton côté? Alors, tu as quitté la NBA, l'Académie, mais comme Ouais, tu m'as dit, tu as plein d'autres choses sur lesquelles tu travailles de toute façon. ouais, j'ai quitté l'académie malheureusement parce que bon, c'était un peu une situation difficile là-bas et avec le management et tout ça, parce que bon, D'accord. je trouve que si on a fait le travail et que on a Babacar Hassan qui a signé avec les Utah Jazz, Thierry Darlan qui aurait pu être aussi un lottery pick, first round pick cette année, mais qui va sûrement repartir en G-League et faire des bonnes choses. Euh, ils ont jugé de nous réduire nos salaires en milieu d'année. J'ai trouvé ça assez violent quand même, Ouais. de 35% en plus. Donc c'était dur, c'était très dur. On a cinq membres du staff qui sont partis et moi, voilà, je pouvais pas rester. Il fallait que je parte parce que c'était une question d'éthique, c'était une question de respect aussi du travail qu'on a fait. Mhm. Et
Donc là, je suis en train d'explorer pas mal d'opportunités. J'ai eu beaucoup d'offres à l'université, mais je ne pense pas que je sois prêt à coacher à l'université. Ça ne Mhm. m'intéresse pas. Je crois qu'il y a du travail à faire en Afrique. Il y a pas D'accord. mal de... Donc, je suis en train de voir, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour l'ouverture d'académies privées. Je pense que Ok. l'Afrique a besoin d'une centaine d'académies, une seule ne Mhm. suffit. Donc, je veux me concentrer sur la formation des entraîneurs, surtout des player development coaches, pour leur faire comprendre comment ça se passe, comment on travaille et tout ça. Donc, vraiment, j'explore encore, mais vraiment, ma priorité, c'est de travailler sur le continent africain et de continuer de partager la connaissance, mais aussi de donner des opportunités aux jeunes.